politique, c'était normal pour d'autres pays de la sous-région à récupérer ce leadership et c'est de bonnes guerres, il faut qu'on l'accepte intellectuellement. Deuxième chose, Mouzet prend les arènes du pouvoir, Mouzet donne l'espérance, mais l'erreur de Mouzet justement, c'est de n'avoir pas compris qu'en politique, il faut aussi le respect des engagements. Mouzet taxe ses amis des conglomérats d'aventuriers et il donne donc, je voulais dire, un sens à la rébellion du RCD. Les gens ont pensé, parce que même la date d'aujourd'hui elle est très controversée, pour une certaine frange de notre peuple congolais, on estime que c'est plutôt la date du 2 août, avec la naissance du RCD, qui est avec la date de la libération. Je ne vais pas rentrer sur une discussion sémantique, une discussion politicienne, mais le RCD n'a été qu'une revendication justement du non-respect d'un certain nombre de choses de l'AFDEL. Et c'est un débat qui va continuer sûrement dans le couloir. Pour terminer, je pense qu'une date comme celle-ci ne peut pas être une date de commémoration. Elle va être une date de remise en question. Ce n'est pas une date où les Kadogos vont venir nous dire ce qu'ils ont pu vivre avec Mouzet. Quelqu'un nous a fait un témoignage, le vieux Barnabé, pour dire aujourd'hui tout le monde est devenu très ami à Mouzet. Même si Mouzet a salué sa grand-mère, il devient son ami. Non, mais puis Mouzet est parti. Oublions ces choses. Ce qui nous unit, c'est la République. Chaque République a une histoire. Qu'est-ce que nous faisons de notre histoire? Qu'est-ce que nous faisons de notre peuple? Lançons le cap vers l'avant. Faisons des réformes. De bonnes réformes qui font les besoins du peuple. Est-ce que les réformes que nous faisons aujourd'hui sont de bonnes réformes? Regarde un exemple. On veut enterrer Papa Tshisekedi d'aujourd'hui. Mais on va exhumer une loi qui date de 1930. 1914. Mais le Parlement a quel chronogramme pour actualiser les lois? Pourquoi on n'en parle pas? Où sont partis des gens intelligents dans la République? Christian, on est dans une ruine presque cocasse d'un polichinelle. On est dans un vide, on est assis sur du sable mouvant. La République n'a pas de vision. Et donc, Onyemba, j'estime pour ma modeste personne qu'il faut absolument, à ce jour, je propose au président, comme on fait sous d'autres cieux, qu'il y ait un bureau d'études composé de savants. Dans ces pays ici, il y en a. Dans chaque secteur. Vous allez à l'histoire, il y a les Kambaïboacha. Vous allez en droit, vous allez trouver les Kalouba, les Sambo, les Ngondanko, les Mbata et les autres. Vous allez en économie, les tickers. Vous allez en chimie, il y en a. Les Likembokroenda ne sont pas morts. Les Chiembe sont vivants. Pourquoi on ne peut pas constituer une sorte de grenier intellectuel pour imprimer la vision que nous avons? On a une armée de pacotis, on n'a pas de services de renseignement équipés et percutants, l'administration n'est pas je voulais dire, organisée. Et pour terminer, nous sommes les seuls pays au monde où on fait des réformes sans savoir si nous sommes au nombre de combien. Même dans le discours officiel, on dit non, nous sommes à peu près 90 millions d'habitants. Nous sommes sérieux? Très bien. Je demande aux téléspectateurs de répondre à la question. Merci beaucoup Laurent Onyemba. Mesdames et messieurs, nous allons prendre une petite pause pour rappeler déjà les deux autres invités qui vont faire leur entrée. On aura maintenant 4 invités sur ce plateau pour terminer ce débat. Monsieur Bienvenu Bambal, et je rappelle qu'il est le président fondateur du MJC. Nous avons reçu Laurent Onyemba, chercheur, avocat et puis analyste politique. Et nous recevons encore une fois, si vous voulez, on va continuer avec monsieur Moïse Moussangana, qui est analyste, aussi écrivain, auteur d'un livre. Moussangana, pardon. L'immobilité dit non, je le respecte. Fumutoto va faire son entrée, et puis monsieur Barnabé sera là aussi. Lui, c'est le témoin oculaire. Je vous retrouve tout de suite. Mesdames et messieurs, vous suivez Carrefour spécial AFDEL, l'entrée de l'AFDEL, 17 mai 1997. Eh bien, c'était les derniers jours du maréchal et le premier jour de Laurent Désiré Kabila comme président de la République démocratique du Congo, hier Zaïre. Alors, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Pouvons-nous encore dire que c'était un bon combat? C'était une très bonne lutte? Est-ce que ça ne valait pas la peine d'en parler? Nous avons, n'est-ce pas, invité pour vous quelqu'un qui était là à la première heure, quand c'est arrivé. Il était à Bukavu. Quand l'appel lui a trouvé, eh bien c'était la République qui l'a appelé. Eh bien c'était la fin des Congolais, la soif de la liberté, eh bien d'une reconquête. On l'a appelé, on l'a dit, pourquoi tu ne combats pas pour ta propre patrie? Eh bien mourir pour la patrie ou vivre dans le cauchemar, il avait un choix. Et lui, ce monsieur Barnabé Ouimana. Monsieur Barnabé, comment allez-vous? Très bien. Merci. Alors, j'ai l'honneur encore de vous recevoir aujourd'hui. Un plaisir. Oui, vous êtes parmi le premier
à répondre à l'appel de l'AFDEL? C'est vrai que vous n'en parlez pas, vous êtes des gens discrets. Il y a beaucoup qui en parlent aujourd'hui, mais moi je vous ai quand même, disons, déniché, parce que je voulais que vous puissiez en parler. Comment ça se passe? Dans quelles conditions vous vivez? Vous êtes à Bukavu. Dans quelles conditions vous vivez pour rencontrer cette histoire? Merci beaucoup. Je voudrais quand même saluer la présence de Moussa Nana. Oui. C'est quelqu'un que nous avons beaucoup lu, ces articles, quand nous étions de l'autre côté. Je salue aussi Fumutoto, dont la pertinence intellectuelle m'a toujours épaté. Mon voisin de droite, merci aussi pour sa présence. Je perds un peu le nom. Christian, vous savez, c'est maintenant que les gens parlent un peu avec légèreté, d'autres avec émotion. Mais la dernière analyse de mon aîné Moussa Nana, il a dit que Mobutu faisait de la sous-traitance en Afrique. J'ai aimé cette expression. La région de Grand Lac, c'est une région difficile en termes de gouvernance. Je partirai juste en une ligne. 62, les Hutus chassent les Tutsis au Rwanda. De même au Burundi. La grande partie se réfugie en Ouganda et au Zaïre. Il va se poser un problème. Lorsque Idi Amin gouverne l'Ouganda, comme il était dans l'extravagance et il voulait trop se comparer à Mobutu, il aura des problèmes de gouvernance. Et lorsqu'il sent que son pouvoir est menacé, il décide, lui Museveni, non lui Idi Amin, de chasser les Tutsis ou les Nilotiques qui étaient en Ouganda. Dans ces tractations, il perd le pouvoir. Celui qui vient après lui n'arrive pas à asseoir l'autorité. Conséquence, les jeunes Tutsis, Ougandais, Burundais, Congolais, Tanzaniens décident de faire recours à Mzee Nyerere pour solliciter l'appui. C'est comme ça que Mzee Nyerere va appuyer cette jeunesse Tutsi, ougandaise, rwandaise, burundaise, congolaise, afin de faire partir le pouvoir en place en Ouganda. Et vous savez que c'est Nyerere qui hébergeait les forces alliées de l'apartheid. Lui, il doit bien connaître là, ainsi que Fumutoto. Bref, 86, Museveni prend le pouvoir. Quand Museveni prend le pouvoir, Mobutu le reçoit à Goma. Les images existent, il est venu en tenue kaki, militaire. Il prend le pouvoir, mais il y avait une alliance. 4 ans après. Et dans quel contexte il a pris le pouvoir? Parce que le pouvoir ougandais avait chassé les Kagame et les autres vers le Rwanda. Arrivé au Rwanda, Abiyarimana avait placé les armes et ne pouvait pas entrer. C'est comme ça qu'ils ont résisté. Ils ont fait tomber le pouvoir de l'Ouganda. 4 ans après, le Rwanda, appuyé par Mobutu, avec les Mayele, après les succès de Tchad, après les succès de Togo, où l'armée zaïroise continuait à faire des prouesses, Abiyarimana, quand même, il dit à Mobutu que ce qui se passe en Ouganda ne va pas me laisser tranquille ici. C'est à ce moment-là que, vers 88-89, il y a beaucoup de mouvements et de manœuvres dans la plaine de la Ruzizi. C'est à ce moment-là que nous avons vu des hélicoptères. Mobutu est venu célébrer les coups de balle qu'il avait ratés vers Kamagnola. Donc il y a beaucoup d'ambiance. Très bien. Et tout cela, non, ça arrive. C'est très, très important pour moi de dire ça. 89, chute des murs de Berlin. Et effectivement, ça bouleverse la donne politique. C'est à ce moment-là que les jeunes Tutsis du Rwanda décident d'attaquer le Rwanda. Le Rwanda est attaqué. Ça dure 6 ans. 6 ans après, bref, ils décident aussi d'attaquer la RDC. Pourquoi on attaque la RDC? Ça, c'est très important. Nous sommes en 96. Très bien. Nous sommes en 96. Lorsqu'en 94, il y a génocide au Rwanda, le pouvoir en place, Hutu, décide de vider le pays.
ils sont partis de l'idée que non, les Tutsis sont paresseux, ils ne travaillent pas. Si nous quittons le pays, les Tutsis ne sauront pas comment est-ce qu'ils font gérer la République. Conséquence, ils traversent à Uvira, à Bukavu, à Goma, avec tous les patrimoines du pays. Munitions de l'armée, papiers de l'administration gouvernementale, la banque, tout traverse au fait. Bref, on se retrouve à la frontière inondé, submergé au fait. Conséquence, première erreur internationale, on ne les place pas à 180 km de la frontière comme dit les textes internationaux. On constate que les camps de réfugiés sont installés à la frontière, à Nyangezi et sur la route de l'aéroport de Bukavu, de même qu'à Mugunga, Goma. Bref, qu'est-ce qui arrive? Les jeunes Congolais ont pris le goût de commencer à traverser avec quelques jeunes Hutus pour aller piller les maisons, les biens restants au Rwanda. Je rappelle quand même que Goma Gisenyi, Bukavu, Tchangou, c'est pas comme Kinshasa Brazza où vous avez Poule, vous avez un fleuve. Là, on traverse comme ça, c'est juste derrière le mur. Mais ça vous trouve où pour faire court? Parce que l'histoire va être longue. Oh, non, non, c'est pas très long. C'est très important de signaler ça. C'est à cause de ces désordres-là que nos amis qui sont de l'autre côté du Rwanda décident au fait de venir déplacer les camps des réfugiés, disperser les réfugiés qui créent les désordres de la frontière. C'est comme ça que le 16 octobre, une force va se retrouver à Lemera. Une infiltration s'est faite et les gens se retrouvent à Lemera le 16 octobre. 10 jours après, Bukavu tombe. On attaque la ville de Bukavu. Je suis à Bukavu. Alors vous êtes dans quel état? Vous avez quel âge à l'époque? Non, à l'époque j'étais finaliste. Ok. Non, c'est en 90, j'ai fini en 89, les humanités. J'étais universitaire. Ok. En 96, j'étais universitaire. Vous étiez porté par l'envie de faire la guerre comme tout le monde? Non, 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 non. Au fait, la réalité, c'est quoi? C'est que il y avait tellement d'attentats, il y avait l'insécurité qui avait battu plein, il y avait tellement de deuils, on plaçait des grenades. Donc Mobutu n'avait plus le contrôle? Non, lui, chez nous, là, il était... D'ailleurs, il y avait des contingents qui épousaient des femmes. Donc, on était totalement abandonnés. Alors, nous, les jeunes, à l'époque, à Bukavu, nous avions l'habitude de nous retrouver au Carrefour. Et nous avons d'ailleurs créé à l'époque ce qu'on appelle les BBC Carrefour. C'est-à-dire les gens, comme on fait les parlementaires debout ici, vous vous retrouvez, vous échangez les informations, comment ça se passe, on a encore tué qui, ainsi de suite, ainsi de suite. Bref, nous avons quand même décidé sur base des BBC Carrefour de monter les systèmes d'autodéfense. Que les jeunes quand même se prennent en charge, parce que nous apprenons par-ci à les infiltrer, par là on a attrapé quelqu'un avec une arme, ainsi de suite. Mais bref, les 26, un militaire congolais va commettre une bêtise, il va jeter une obus, il va tirer une obus sur le Rwanda, le 26 octobre. Il est fait pourquoi? Non, je ne sais pas. Je crois que c'était ce qui par manœuvre. En tout cas, je n'étais pas là. Donc, je n'ai pas l'information militaire. Pourquoi un obus a quitté Bukavu pour traverser au Rwanda. Et le même jour, le pasteur Bizimungu, le président rwandais, arrive à la frontière. Et il dit, ne vous en faites pas, vous, la population rwandaise qui habitez la frontière, dans 2 jours, cette histoire va s'arrêter. Et puis, curieusement, les Motorola militaires commençaient à capter les informations ou les commandements, les infiltrations qui s'est passées. Et tout d'un coup, le 27, on tue le commandant Région dans la ville de Bukavu. Et on avait d'ailleurs envoyé le général Enyele ou Eyele, quelque chose comme ça, il était ministre de l'Intérieur. Bref, le 29, la ville tombe. 29, bref. Ouais, ouais. Je comptais. Ouais, ouais. Très bien. La ville tombe le 29. Je suis en pleine Bukavu, chez nous à la maison. Alors, je vous prends la parole, je vais vous la redonner pour nous donner la suite de l'histoire. Fumutoto, vous aussi, vous êtes à qui? Je ne sais pas, vous vous êtes trouvé où quand l'AFDEL arrive, quand l'AFDEL entre? Vous êtes où? Je fais l'université. À Louis Kim. Je suis en 2e graduat en relations internationales. Alors, vous dites quoi? Défaillance de Mobutu, percée remarquable de Kabila. Quelle était votre lecture en ce moment-là? Bon, la lecture que j'avais à ce moment-là, c'est que après Mobutu, il y avait 3 événements. Okay. Le premier événement, c'est se débarrasser ou la libération de la dictature. Le deuxième événement, c'est la démocratisation qui doit remplacer, je ne parle pas de la démocratie, pas de la démocratisation qui doit remplacer la dictature. Et le troisième événement, c'est le développement du pays.
Alors, tu sais, quand on analyse l'histoire, moi je prends mes 5 doigts que je pose toujours sur ma main avant de parler pour dire les 5 temps de la vérité. Les 5 points de la vérité. Il faut d'abord mettre tout dans le temps. Parce que le temps justifie la vérité ou le mensonge. Après le temps, les idées de ce temps-là, après les hommes de ce temps-là, les finances de ce temps-là et les moyens. Alors, le 17 mai, nous étions avec un temps où Mobutu a trop duré au pouvoir, avant le 17 mai. 32 ans, c'était beaucoup. Voilà. Même s'il faisait les biens, il faut savoir que l'homme a l'instinct de libération. Il n'est pas habitué à la même chose tout le jour. Il a horreur de la monotonie. Oui, l'homme n'aime pas ça. Parce que les gens pensent que pour qu'un président quitte le pouvoir, il faut qu'il soit un mauvais gestionnaire en Afrique. Non. Même un bon président qui gère bien, chaque chose a son temps. On a vu ça. Le joueur qui quitte le foot, il ne le quitte pas seulement parce qu'il ne sait plus jouer. Il y a un temps pour toute chose. Le temps faisait déjà défaut parce qu'on ne savait plus quand est-ce que Mobutu quittait le pouvoir. Et c'était déjà un problème. Il ne faut jamais gérer le pays jusqu'à faire perdre au peuple l'horizon. Très bien. Alors là, c'était le premier. Le deuxième temps, c'est qu'il y avait les idées d'un homme et d'un système qui se pensait unique et qui n'acceptait que les idées qui venaient dans le sens de renforcer le système et non dans le contraire. La pensée unique, la dictature de Mobutu. Troisième chose, les hommes qui étaient là ne faisaient plus l'élite politique par la force des idées, des propositions, des projets de société, mais chacun de nous devait se montrer plus chantre à Mobutu, de Mobutu pour avoir sa confiance. Bref, la sacralisation du culte de la personne. Voilà. 5. Le finance publique n'était plus canalisé vers le développement, mais vers la stabilité d'un fauteuil de Mobutu. D'où une gabegie financière.